Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du jeudi 12 février 2026. Aujourd'hui, on va parler de la crise automobile qui s'aggrave avec toute une flopée de constructeurs qui viennent de publier leurs résultats 2025, leurs résultats financiers, et tout affiche des chiffres assez négatifs avec moins de voitures vendues, beaucoup moins de profits réalisés. Donc on va parler de ces petits bilans, on va parler aussi bien sûr de BMW qui organise un rappel colossal pour corriger un problème de fiabilité et de sécurité. On parlera également du groupe Volkswagen qui a réussi à obtenir une dérogation auprès de la Commission européenne pour être exempté d'une partie des taxes sur les voitures made in China, c'est assez scandaleux. Et puis bien sûr on parlera de Stellantis dont le patron actuel a pris la parole officiellement pour expliquer que si le groupe est en très mauvaise posture, c'est la faute de l'ancien patron Carlos Tavares et que toute une série de mesures va être appliquée pour essayer de redresser un petit peu la barre. J'espère que cette vidéo vous intéressera, si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actualité du jour. Alors je vous le disais, on va commencer par le gros sujet de cette vidéo, le sujet un petit peu commun à toutes les marques qui ces derniers jours ont révélé leurs chiffres 2025, leur bilan financier, leurs chiffres de vente, c'est que ça ne va pas fort. Et ça peu importe que ce soit des marques japonaises, des marques américaines, des marques européennes, c'est la crise partout. Preuve en est les chiffres du jour, avec par exemple Honda qui annonce que sur le 4e trimestre 2025, elle a perdu 61% de ses bénéfices comparé à la même période 2024. Elle estime que ses bénéfices pour l'exercice fiscal 2025-2026 vont chuter de 55%, en cause notamment 4,5 milliards de pertes probables liées à la voiture électrique qui se vend moins bien qu'espéré et qui oblige Honda mais aussi les autres marques dont on va parler aujourd'hui à réinvestir dans le thermique, dans des plateformes multi-énergie, bref à changer d'orientation stratégique. C'est ça qui se passe chez Honda, même si la marque n'a pas pris beaucoup de risques en ce qui concerne la voiture électrique, elle a développé tout un tas de modèles en partenariat avec d'autres marques pour ne pas avoir à financer elle-même la recherche et leur développement. Certains de ces véhicules électriques se sont tellement mal vendus, notamment du côté des États-Unis, on a par exemple le Honda Prologue dont les ventes se sont effondrées de 86% sur le dernier trimestre, et ça même avec des réductions qui allaient jusqu'à 15 000 €. Donc l'électrique chez Honda, ça se vend pas très bien, et forcément, tout un tas d'investissements qui ont été réalisés pour la voiture électrique ne vont pas se rentabiliser demain la veille. Alors c'est pas les seuls qui annoncent des résultats comme ça. Il y a aussi Nissan, on en parlait hier, Nissan est en train de réorienter sa stratégie pour miser plus sur l'hybride rechargeable que sur la voiture électrique. Au final, on a appris qu'elle anticipe une perte annuelle estimée à 3,6 milliards d'euros et un 4e trimestre 2025 qui s'est montré particulièrement mauvais avec une baisse des ventes de 11% en Europe, de 20% au Japon et de 3,7% aux États-Unis. Chez Nissan, c'est dû en partie à la transition vers la voiture électrique, mais c'est dû à tout un tas d'erreurs stratégiques qui ont été faites bien avant qu'on parle de l'électrification de l'automobile. La marque s'est globalement un peu perdue et a malheureusement enchaîné un peu flop sur flop. Et puis on a Mercedes qui de son côté annonce des bénéfices qui ont chuté de 48%, donc presque divisé par 2 sur 2025. Un chiffre d'affaires qui a baissé de 9,2%, bon c'est quand même 132 milliards d'euros, c'est pas une petite marque, et puis des ventes mondiales qui ont quand même fléchi elles aussi d'environ 9%, donc il y a un sacré problème. La marge opérationnelle est de 3%, ce qui est bien en dessous des attentes. On parle quand même d'une marque premium, même luxe, qui autrefois s'approchait des 10%, bon là on est à 3%, et la marque n'est pas très optimiste pour sa marge 2026, elle vise 3 ou 5% de rentabilité, donc là c'est pas très bon non plus. Ola Kalinius, le patron de Mercedes, explique que si Mercedes en est là aujourd'hui, c'est notamment à cause du marché chinois qui a baissé de 16%, qui était l'un des plus gros marchés de Mercedes, mais également les droits de douane américains à 15% sur les voitures qui sont fabriquées en Europe et qui sont commercialisées, ainsi qu'une transition vers la voiture électrique qui est plus lente que prévu. Malheureusement, ces mauvais chiffres, on les retrouve pas que chez ces trois marques, on les retrouve un peu partout, hormis quelques exceptions, et même si chaque marque a ses spécificités, a bien sûr fait ses propres erreurs stratégiques, toutes ont quand même un point commun. Quand j'explique le pourquoi du comment, c'est la transition vers la voiture électrique qui ne se fait pas au rythme espéré. Même chez les marques qui financièrement vont un petit peu mieux, il y a d'autres problèmes, comme chez BMW par exemple, dont la plupart des modèles récents sont victimes d'un problème de sécurité et de fiabilité qui oblige le constructeur allemand à rappeler plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de ses voitures. On parle ici de 600 000 voitures rappelées, un nombre qui pourrait augmenter dans le futur. Ça fait de ce rappel l'un des plus gros organisés par BMW de tous les temps, donc c'est pas rien. Alors pourquoi le nombre d'exemplaires est aussi élevé? Parce que ce problème touche à peu près toutes les voitures de la marque. Des séries 2, des séries 3, des séries 4, des séries 5, des 6, des 7, X3, X4, X5, X6, je vous mettrai la liste au montage, c'est long. C'est un problème qui touche même des Toyota, puisque la Supra est basée sur la BMW Z4 Roadster, qui est elle-même concernée par ce rappel. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il y a un problème de démarreur. Sur ces voitures-là, le démarreur peut s'user prématurément, et cette usure prématurée pourrait empêcher le moteur de se lancer correctement, ce qui dans certains cas pourrait provoquer un court-circuit. D'après BMW,
ce court-circuit pourrait provoquer une surchauffe localisée qui, dans les cas les plus extrêmes, les cas les plus graves, pourrait provoquer l'incendie du véhicule. La solution proposée par BMW, elle est simple, elle consiste à remplacer tous les démarreurs sur tous les exemplaires rappelés, avec dans certains cas aussi un changement de la batterie pour que celle-ci soit compatible avec le nouveau démarreur. Si vous faites partie des clients concernés, en attendant que votre voiture repasse en concession, BMW conseille à ses clients de ne pas laisser la voiture sans surveillance juste après avoir été démarrée. En gros, si vous avez l'habitude de démarrer votre voiture le matin pour la faire chauffer, le temps que vous finissiez de vous préparer avant de partir, ne le faites plus parce que c'est à ce moment-là, au début du démarrage du véhicule, qu'un incendie peut potentiellement survenir. Alors c'est pas de peau pour BMW parce qu'il y a quelques mois, elle avait déjà lancé un rappel de 1 500 000 véhicules à travers le monde à cause d'un problème de freinage. Un rappel qui était tellement colossal qu'il avait nuit aux finances du groupe et BMW avait dû revoir ses objectifs annuels à la baisse. Ce coup-ci, le porte-parole de la marque affirme que l'impact financier de celui-ci restera limité, voire quasiment inexistant pour le constructeur. Tant qu'on est dans les marques allemandes, on va parler rapidement de Volkswagen qui a réussi à convaincre la Commission européenne de lui accorder une dérogation en ce qui concerne les taxes sur les voitures made in China. Parmi les marques du groupe Volkswagen, il y a Cupra et Cupra pensait vendre en Europe le Tavascan qui est un SUV électrique. Le problème c'est que quand Volkswagen a pensé le plan de production et le plan de commercialisation de la Cupra Tavascan, il n'y avait pas encore de taxes sur les voitures made in China, donc tout l'assemblage et toute la production de cette voiture-là avait été prévu pour être fait en Chine. Du jour au lendemain, la Commission européenne a mis en place un système de taxes qui peut aller de 5 à 35% selon la marque, et Cupra avec son Tavascan devait écoper de 20% de taxes. Avec 20% de prix supplémentaires, le Tavascan était tout simplement invendable en Europe comparé à certains de ses concurrents, et c'est un problème parce que le Tavascan faisait partie vraiment de la stratégie centrale de Cupra et donc quelque part aussi de Volkswagen. Et bien sachez que Volkswagen a réussi à convaincre la Commission européenne de ne pas mettre de taxes sur le Cupra Tavascan, ce qui fait qu'il va pouvoir être fabriqué en Chine, vendu en Europe et rester au prix qui avait été fixé précédemment par Volkswagen. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est une décision qui paraît quand même globalement assez injuste. Pourquoi Renault, par exemple, avec sa marque Dacia, n'a pas eu le droit à une dérogation en ce qui concernait la Spring? Quand il y a une dérogation ou du bidouillage, c'est systématiquement en faveur des marques allemandes et c'est quand même, faut le dire, assez souvent quand même en faveur du groupe Volkswagen. Et vu qu'on parle de gros groupes, on va parler maintenant de Stellantis, puisque son nouveau patron Antonio Filosa explique que si le groupe va mal, c'est en grande partie parce que l'ancien patron Carlos Tavares avait opté pour une stratégie de réduction des coûts massive. Cette réduction des coûts, elle s'est traduite à l'époque par des licenciements, par une réutilisation massive des châssis, des plateformes, des boîtes de vitesse et des moteurs. C'est une des raisons pour lesquelles on retrouve autant de voitures avec le 1 litre de PureTech ou le Blue HDI, c'est parce que c'est moins cher de mutualiser un moteur plutôt que d'en concevoir un nouveau pour chaque modèle. Et là-dessus, Antonio Filosa a dit ceci, je le cite, c'est assez réaliste, je pense. Stellantis a voulu faire trop d'économies dans des secteurs clés comme l'ingénierie. Nous n'aurions pas dû laisser partir nos meilleurs ingénieurs et depuis que je suis arrivé, on a déjà recruté 2000 ingénieurs pour que les choses reviennent à la normale. L'innovation reste vitale dans notre industrie. Alors c'est vrai que les problèmes d'ingénierie, de conception par exemple du PureTech ou du Blue HDI datent d'avant l'existence de Stellantis, quand c'était encore PSA. N'empêche qu'on peut quand même se poser la question de savoir combien de problèmes techniques sur ces voitures auraient pu être évités si Stellantis n'avait pas viré, comme elle le dit, ses meilleurs ingénieurs. Alors maintenant, le problème c'est que ça va prendre du temps, déjà de recruter les bonnes personnes, ensuite de leur laisser le temps de travailler sur des nouvelles innovations, des nouvelles motorisations, technologies, et encore du temps derrière, une fois que ces innovations seront sorties pour le grand public, pour regagner la confiance des clients. Donc, même si, ça y est, Stellantis fait amende honorable et avoue totalement officiellement que son ancienne stratégie était vraiment pas très bonne, il va falloir beaucoup de temps pour voir si Stellantis peut remonter un petit peu la pente. Et d'ailleurs, pour essayer de remonter la pente, on a un autre truc qui vient de tomber, qui concerne Stellantis. Stellantis estime qu'une partie de ses problèmes vient du télétravail qui s'est quasiment généralisé partout. Et ça, Stellantis, elle envisage tout simplement d'y mettre fin, de mettre fin au télétravail pour que les salariés, peu importe leur poste, reviennent en présentiel. Chose assez intéressante quand même dans cette stratégie de réorganisation du travail. Le premier pays qui va revenir au présentiel, c'est la France, suivi ensuite de l'Allemagne et de l'Italie. La direction justifie cette orientation par la nécessité de favoriser les interactions directes qui sont jugées essentielles pour accélérer la prise de décision. En gros, elle considère que faire des réunions en physique, de voir les gens en vrai, permet de prendre des décisions plus rapidement, plutôt que de le faire par mail, de le faire en visio. Bon, c'est une façon de voir les choses. Le problème quand même, c'est qu'une partie des infrastructures de Stellantis qui ont été mises en place après la période Covid, quand le télétravail s'est généralisé, ne sont pas vraiment adaptées au présentiel. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il va falloir d'abord plusieurs mois pour que les différentes infrastructures du groupe soient réadaptées au travail présentiel. Évidemment, les syndicats sont en colère et évoquent déjà des tensions puisque certains salariés
salariés auraient organisé leur vie personnelle autour d'un télétravail important, parfois en habitant très loin de leur zone de travail en présentiel, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que Stellantis doivent quand même passer par une phase de négociation avant d'appliquer ce plan. Voilà, on a fait le tour pour les actus de ce jeudi 12, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un like, à vous abonner, à jeter un petit coup d'œil au bouton soutien sous cette vidéo si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. On se retrouve dès demain pour la prochaine, ciao.